L'alerte a retenti dans toutes les salles de crise. Des missiles iraniens en route vers l'une des bases militaires les plus sensibles au monde. La base aérienne de Nevatim, au cœur du désert du Negev. Et pendant quelques minutes, personne ne savait exactement ce qui allait se passer. Voilà ce que les grandes chaînes d'information ont résumé en 30 secondes. Mais derrière cette frappe, il y a une mécanique géopolitique bien plus profonde, une logique de confrontation qui couve depuis des années, et ce soir, elle vient peut-être de franchir un seuil que personne ne pourra ignorer. Avant qu'on plonge dans les détails de ce qui s'est réellement passé à Nevatim, ce que l'Iran affirme avoir accompli, ce que les Israéliens rétorquent et ce que les images satellitaires pourraient bientôt confirmer ou infirmer, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que ce dossier va continuer d'évoluer dans les prochaines heures et tu ne veux pas le manquer. Commençons par le commencement, par les faits bruts. Dans la nuit, les médias d'État iraniens ont déclenché une avalanche de communiqués. Leurs commandants militaires ont pris la parole. Ils ont décrit une opération de précision, une frappe planifiée, ciblée, délibérée. Plusieurs missiles longue portée auraient été lancés en direction du sud d'Israël. La cible annoncée, la base aérienne de Nevatim. Selon la version iranienne, ces missiles n'ont pas été lancés au hasard. Ils visaient une installation précise, choisie pour sa valeur symbolique et stratégique. Les responsables iraniens ont affirmé que plusieurs projectiles avaient atteint leur objectif, que des dommages sérieux avaient été causés à des infrastructures critiques de la base, que l'opération avait démontré une capacité nouvelle, celle de frapper profondément à l'intérieur du territoire israélien, même dans ses zones les mieux défendues. Le message était clair, transparent, volontaire. Aucun sanctuaire n'existe plus. Aucune installation n'est hors de portée. Et puis, presque immédiatement, une autre version a commencé à circuler. Parce que du côté israélien, le récit était radicalement différent. Les autorités de défense israéliennes ont pris la parole très rapidement après les premières annonces iraniennes. Selon leurs déclarations, les systèmes de détection avancés avaient repéré les missiles bien avant qu'ils puissent constituer une menace directe. Les radars avaient suivi les trajectoires, les batteries de défense avaient été activées, les intercepteurs avaient été lancés, et selon cette version, la quasi-totalité des missiles avaient été neutralisés en plein vol avant même d'approcher de la base. Israël dispose d'une architecture de défense aérienne que peu de pays au monde peuvent égaler. Ce n'est pas une question d'opinion. C'est une réalité documentée, testée, éprouvée lors de multiples confrontations. Un système en couches superposées, conçu pour intercepter les menaces à différentes phases de leur trajectoire. Des intercepteurs longue portée capables d'engager des missiles balistiques dans les hautes altitudes. Des systèmes complémentaires pour les menaces plus proches. Une architecture globale pensée précisément pour des scénarios comme celui-ci. Les responsables israéliens ont affirmé que les systèmes avaient fonctionné exactement comme prévu, que Nevatim était intact, que ses pistes, ses hangars, ses équipements stratégiques n'avaient subi aucun dommage opérationnel significatif. Les médias américains, citant des sources au sein de l'appareil de défense américain, ont globalement confirmé cette lecture des événements. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce qu'on se retrouve face à deux récits parfaitement contradictoires. L'Iran dit « nous avons frappé, nous avons touché, nous avons infligé des dégâts ». Israël dit « nous avons tout intercepté, la base est opérationnelle, la menace a été neutralisée ». Les deux affirmations ne peuvent pas être simultanément vraies dans leur totalité. Et pourtant, les deux parties ont des raisons stratégiques très solides de soutenir leurs versions respectives. Pour l'Iran, reconnaître un échec serait politiquement dévastateur. Une frappe ratée, entièrement interceptée, enverrait un signal de faiblesse. Cela affaiblirait la posture de dissuasion que Téhéran cherche à maintenir depuis des années face à Tel Aviv. Admettre que ces missiles ont été abattus avant même d'effleurer leur cible, c'est admettre une incapacité à menacer concrètement les intérêts militaires israéliens. C'est une concession que le régime ne peut pas se permettre de faire publiquement.
Pour Israël, minimiser les dommages réels sert un objectif inverse, mais tout aussi logique. Rassurer la population, maintenir la confiance dans les capacités défensives nationales, éviter toute perception de vulnérabilité qui pourrait alimenter la panique ou encourager de nouvelles frappes, et envoyer un message aux acteurs régionaux. Nos systèmes tiennent, nos installations stratégiques sont protégées. Essayer de nous frapper ne vous mènera nulle part. C'est une guerre de narration. Et elle se joue simultanément sur les écrans de télévision, sur les réseaux sociaux, dans les chancelleries du monde entier. Maintenant, parlons de la cible elle-même, parce que pour comprendre pourquoi cet événement secoue autant les cercles stratégiques, il faut comprendre ce qu'est réellement Nevatim. La base aérienne de Nevatim n'est pas une installation périphérique. Ce n'est pas une base secondaire utilisée pour des opérations de routine. C'est l'un des piliers fondamentaux de la puissance aérienne israélienne. Implantée en plein cœur du désert du Negev, dans le sud du pays, elle accueille certains des appareils les plus sophistiqués de l'arsenal israélien. Des avions conçus pour des missions longue portée, capables d'opérer loin des frontières nationales, des plateformes associées à des opérations de renseignement, de surveillance, de projection de force. Quand des analystes militaires décrivent la structure de puissance de l'armée de l'air israélienne, Nevatim apparaît invariablement comme l'un de ses nœuds les plus critiques. Sa destruction, ou même sa mise hors service temporaire, représenterait un coup dur pour les capacités opérationnelles israéliennes. C'est précisément pourquoi elle constitue une cible symboliquement et militairement significative pour l'Iran. En désignant Nevatim comme objectif, Téhéran ne choisissait pas une cible au hasard. Cette sélection était un message en soi. Nous savons où se trouvent vos actifs les plus précieux. Nous savons ce qu'ils valent. Et nous prétendons être en mesure de les atteindre. Le simple fait de viser une telle installation, indépendamment du résultat, constitue une escalade qualitative dans la confrontation. Revenons maintenant sur la mécanique de l'interception. Parce que là aussi, il y a des choses cruciales à comprendre. La défense antimissile moderne repose sur une chaîne d'événements qui se déroule en quelques secondes seulement. Les radars de surveillance détectent le lancement. Des algorithmes calculent instantanément la trajectoire probable. Des opérateurs, assistés de systèmes automatisés, décident d'engager. Les intercepteurs sont lancés. Ils montent à toute vitesse vers le point d'interception calculé. L'enjeu, détruire le missile entrant avant qu'il entame sa phase de descente vers la cible. Tout ça se joue dans une fenêtre temporelle extrêmement étroite. La marge d'erreur est quasi nulle. C'est une chorégraphie technologique d'une précision vertigineuse. Israël a développé et perfectionné ces systèmes sur plusieurs décennies, avec le soutien actif des États-Unis, avec l'expérience accumulée lors de multiples confrontations, avec des investissements massifs dans la recherche et le développement de technologies d'interception. Le résultat est une architecture défensive qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus avancées au monde. Mais aucun système n'est parfait, aucune défense n'est absolue, et c'est précisément ce que l'Iran cherche à démontrer, que même le meilleur bouclier peut avoir des failles, que la quantité peut finir par saturer la qualité, que suffisamment de missiles lancés simultanément peuvent éventuellement dépasser les capacités d'interception. C'est la logique derrière les frappes massives en salve. Ce n'est pas l'espoir que chaque missile passera. C'est le pari que certains passeront forcément. Et maintenant, regardons la question que tout le monde se pose vraiment. Qu'est-ce que les images satellitaires vont montrer ? Dans les conflits modernes, les satellites sont devenus les arbitres ultimes des batailles narratives. Des entreprises privées, des agences gouvernementales, des institutions de recherche disposent aujourd'hui d'une capacité à capturer des images haute résolution de pratiquement n'importe quel point du globe dans des délais très courts. Quelques heures après un incident majeur, des analystes à travers le monde commencent à comparer des images prises avant et après l'événement. Ce qu'ils cherchent, des signes visibles de destruction, des cratères sur les pistes, des bâtiments endommagés, des structures effondrées, des traces de départ d'incendie.
la présence inhabituellement concentrée de véhicules d'urgence ou militaires dans certaines zones. Si les missiles iraniens ont véritablement atteint Nevatim et causé des dommages significatifs, ces dommages devraient être visibles sur les images satellitaires. Si la base apparaît intacte, la version israélienne sera renforcée considérablement. Si des dommages sont détectés, même limités, cela compliquera le récit officiel israélien. L'analyse prend du temps. Les images doivent être collectées, vérifiées, comparées méthodiquement. Mais dans les heures et les jours qui viennent, ces données vont émerger. Et elles pourraient changer radicalement la façon dont cet événement est compris et raconté. Maintenant, élargissons, parce que cet incident ne se produit pas dans un vide géopolitique. La confrontation entre l'Iran et Israël s'inscrit dans une dynamique régionale qui dure depuis des décennies. Elle s'exprime à travers des proxys, des opérations clandestines, des cyberattaques, des assassinats ciblés, des frappes aériennes. Les deux pays n'ont jamais été formellement en guerre, mais ils se font la guerre en permanence par des moyens qui restent en dessous du seuil de la confrontation ouverte totale. Ce qui se passe avec les frappes directes de missiles, c'est un franchissement progressif de ce seuil. Chaque échange de tirs directs représente une montée dans l'escalade. Chaque frappe vers le territoire adverse normalise un peu plus la confrontation directe. Et chaque normalisation rend le retour en arrière plus difficile. Les gouvernements de la région observent, les partenaires régionaux calculent leur position. Les grandes puissances, États-Unis en tête, surveillent attentivement pour éviter que la confrontation bilatérale ne se transforme en conflit régional généralisé. Parce que dans cette région, les alliances sont denses, les dépendances sont multiples et l'embrasement peut se propager rapidement. Il y a aussi une dimension économique mondiale à considérer. Le Moyen-Orient reste une région dont la stabilité ou l'instabilité a des répercussions directes sur les marchés financiers et énergétiques mondiaux. Même une frappe ciblant une installation militaire et non des infrastructures pétrolières suffit à déclencher une nervosité sur les marchés. Les traders d'énergie, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de risques dans les banques internationales regardent tous ce qui se passe ici. Une escalade sérieuse dans la région pourrait affecter les routes maritimes stratégiques, perturber les flux d'approvisionnement en hydrocarbures et générer des ondes de choc sur des marchés déjà fragilisés par d'autres tensions internationales. Ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité concrète qui explique pourquoi des capitales aussi éloignées que Tokyo, Londres ou São Paulo suivent avec attention les développements autour de Nevatim. Et puis il y a la dimension psychologique, celle qu'on sous-estime toujours, même si les missiles ont été interceptés, même si Nevatim n'a subi aucun dommage structurel majeur. Le simple fait que des missiles ont été lancés vers cette base, que des alertes ont retenti, que des populations ont été mobilisées, que des systèmes de défense ont été activés en urgence, tout cela laisse une trace. Une trace dans la perception publique, une trace dans la mémoire institutionnelle des états-majors, une trace dans les calculs des planificateurs militaires. Le sentiment de sécurité, même lorsqu'il est objectivement justifié, peut être érodé par la répétition des tentatives. Chaque frappe, réussie ou non, rappelle qu'on est une cible, que l'adversaire cherche activement des failles, que le prochain tir pourrait être plus précis, plus massif ou lancé dans des conditions où les défenseurs sont moins bien préparés. C'est la logique de l'usure psychologique, et elle est tout aussi réelle que la logique de la destruction physique. Voici maintenant les scénarios qui se dessinent pour les prochaines semaines. Premier scénario, la désescalade négociée. Les deux parties, conscientes des risques d'un embrasement incontrôlé, acceptent tacitement de ne pas franchir de nouveaux seuils. La frappe iranienne reste un signal. Israël répond symboliquement. On revient à une confrontation de basse intensité gérée dans les marges. Deuxième scénario, l'escalade progressive. Israël décide de répondre militairement à la frappe iranienne.
La réponse israélienne déclenche une contre-réponse iranienne. Le cycle monte en intensité. Les alliés régionaux sont entraînés progressivement dans la dynamique. Troisième scénario, l'internationalisation du conflit. Les États-Unis et d'autres puissances occidentales interviennent diplomatiquement de manière beaucoup plus active pour imposer un cessez-le-feu de fait. Des mécanismes de désescalade sont activés en urgence. La confrontation est contenue, mais les tensions structurelles demeurent entières. Quatrième scénario, la frappe décisive. L'une des deux parties décide d'infliger un dommage suffisamment sévère à l'autre pour modifier durablement l'équilibre des forces. Une frappe de cette ampleur changerait les règles du jeu de manière fondamentale et imprédictible. Chacun de ces scénarios a des probabilités différentes. Chacun implique des dynamiques différentes. Mais tous partent du même point de départ. La frappe sur Nevatim, réelle ou partiellement interceptée, a modifié le terrain sur lequel se joue cette confrontation. Ce que cet épisode révèle, au fond, c'est quelque chose de beaucoup plus universel que la seule rivalité irano-israélienne. Il révèle comment les conflits modernes se jouent simultanément sur deux champs de bataille. Le champ physique, celui des missiles, des explosions, des radars et des intercepteurs, et le champ narratif, celui des déclarations officielles, des images diffusées, des interprétations proposées au public mondial. Gagner sur le champ physique ne suffit plus. Il faut aussi gagner sur le champ narratif. Et parfois, une défaite physique peut être transformée en victoire narrative ou inversement. La maîtrise de l'information, la capacité à imposer son récit, est devenue une composante stratégique à part entière de la guerre moderne. L'Iran maîtrise cet outil depuis longtemps. Israël aussi, et les grandes puissances qui observent depuis les gradins comprennent très bien ce double jeu. Nevatim reste au centre de tout ça. Une base, un désert, des missiles lancés dans la nuit, et autour de cet événement, une planète entière qui retient son souffle. L'Iran dit qu'il a touché, Israël dit qu'il a tenu. La vérité, elle, est quelque part entre les données radars, les images satellitaires et les témoignages de ceux qui étaient là. Ce qui est certain, c'est que quelque chose a changé cette nuit. Peut-être pas sur les pistes de Nevatim, mais dans les esprits de ceux qui planifient, qui calculent, qui anticipent la prochaine étape de cette confrontation qui n'en finit pas. Reste connecté. Les prochaines heures vont être déterminantes. Et si tu veux être parmi ceux qui comprennent vraiment ce qui se joue ici, pas seulement ce qu'on t'en dit, tu sais ce que tu as à faire.